Sous le soleil impitoyable, la mer Rouge scintillait, une vaste artère vitale reliant le Moyen-Orient au reste du monde. C'était une bouée de sauvetage pour le commerce mondial, où des superpétroliers et des cargos transportaient chaque année du pétrole, du gaz et des marchandises d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars. De part et d'autre de cette étendue se trouvaient 2 points de passage critiques, le détroit de Bab el-Mandeb au sud et le détroit d'Ormuz à l'est. Ces passages étroits, souvent décrits comme des poudrières potentielles, supportaient entre 15% et 40% de l'approvisionnement énergétique mondial. Pourtant, malgré leur réputation volatile, les eaux de la mer Rouge étaient restées étrangement calmes. Pour la plupart des personnes hors de l'industrie maritime, c'était simplement une route commerciale lointaine, importante, mais bien éloignée du quotidien. Peu auraient pu prévoir à quelle vitesse cette paix fragile pourrait se désagréger. Ce qui suit est une analyse approfondie de la situation qui a rapidement évolué durant le premier semestre 2025. Si l'eau elle-même ne montrait aucun signe apparent de danger imminent, les courants géopolitiques au Yémen et en Iran racontaient une autre histoire. La tension sur le point d'exploser s'était accumulée depuis des années. Une combinaison des attaques croissantes des rebelles Houthis contre la navigation, des ambitions nucléaires complexes de l'Iran et de la volonté de l'administration américaine d'utiliser la force de manière musclée pour protéger le commerce maritime. Lorsque tout cela convergea, ce fut le déclencheur d'une intense campagne de pression qui remania les alliances, força la main de Téhéran et menaça de redessiner l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Pendant une grande partie de la décennie précédente, la guerre civile au Yémen avait fait à plusieurs reprises la une des médias mondiaux. Les Houthis, un groupe rebelle originaire du nord du Yémen, avaient réussi à s'emparer de vastes régions du pays, y compris la capitale, Sanaa, tandis que le gouvernement internationalement reconnu fuyait ou peinait à maintenir son influence dans quelques poches au sud. Des acteurs régionaux étaient intervenus. L'Arabie saoudite avait dirigé une coalition pour restaurer l'ancien gouvernement, tandis que, selon les renseignements occidentaux, l'Iran soutenait les Houthis avec des armes, des financements et parfois même des conseillers issus des gardiens de la révolution islamique. Cette stratégie de Téhéran s'inscrivait dans une approche plus large, cultiver des groupes alliés à travers le Moyen-Orient, du Hezbollah au Liban à certaines factions en Irak et en Syrie, pour projeter une image de puissance régionale et déstabiliser ses adversaires. Cependant, alors que 2023 laissait place à 2024, les Houthis ont tourné leur attention vers les navires commerciaux et militaires traversant la mer Rouge. Depuis des siècles, cette voie maritime était essentielle pour relier l'Europe à l'Asie, transportant presque tout type de marchandises. Les attaques contre la navigation se sont multipliées, utilisant drones et missiles pour effrayer, endommager ou même couler des cibles. Les assureurs ont augmenté leurs primes. Les compagnies maritimes ont envisagé de détourner leurs cargaisons autour de l'Afrique, et les pays dépendants du canal de Suez craignaient les conséquences d'une perturbation majeure. Les Houthis justifiaient ces frappes par leur soutien aux causes palestiniennes ou en représailles aux bombardements dirigés par l'Arabie saoudite. Mais l'effet net fut une anxiété accrue sur les marchés mondiaux. Washington a d'abord répondu avec prudence. Sous l'administration Biden, en poste jusqu'au début 2025 dans ce scénario, les frappes américaines contre les Houthis restaient principalement réactives, plutôt qu'une campagne offensive soutenue se concentrant sur l'interception d'attaques près du détroit de Bab el-Mandeb. Mais tout a changé après la transition présidentielle. Lorsque le président Trump est revenu au pouvoir en janvier 2025, il a adopté une approche plus agressive. Il a fait savoir qu'il ne tolérerait pas la menace croissante des Houthis sur les routes maritimes. Le 15 mars, le gouvernement américain a lancé une série de frappes intenses et fréquentes sur les positions Houthis au Yémen, sites de missiles côtiers, dépôts d'armes supposés et centres de commandement à Sanaa. L'administration a présenté cette campagne comme une mesure visant à protéger la navigation internationale, mais elle faisait aussi partie d'une stratégie plus large de pression sur l'Iran, principal soutien des Houthis. Selon les déclarations militaires américaines, la campagne de bombardement qualifiée de « incroyablement réussie »
visait à décimer les capacités des Houthis à frapper les navires en mer Rouge. Du côté des Houthis, le groupe affirmait que les bombes tombaient sur des zones civiles, causant des pertes inutiles. Des observateurs indépendants, y compris des médias régionaux, ont fourni des rapports contradictoires. Quoi qu'il en soit, des preuves ont émergé indiquant que des personnalités importantes au sein des Houthis avaient été tuées ou forcées à se cacher. Par exemple, une figure clé nommée Aizam al-Assad a disparu des réseaux sociaux fin mars, suscitant des spéculations sur une élimination lors d'une frappe aérienne américaine. Parallèlement, des sources de renseignement occidentales ont noté une montée rapide de la puissance militaire américaine dans la région. Déploiement de l'USS Harry S. Truman. Ce porte-avions nucléaire a été ancré en mer Rouge pour servir de base de lancement aux frappes quotidiennes. Arrivée de l'USS Carl Vinson, destinée à rejoindre le Truman, doublant ainsi la puissance aérienne disponible pour les missions au Yémen. Bombardier B, 2 Spirit à Diego Garcia, stationné à portée de vol de l'Iran, témoignant de la volonté américaine de pouvoir détourner son attention du Yémen vers le territoire iranien si nécessaire. Escadron de chasse supplémentaire. Le 124e escadron de chasse, comprenant des A-10 Warthog, spécialisés dans les attaques au sol, ajoutait à l'impression d'une puissance aérienne implacable. Dans des interviews et déclarations, le président Trump a insisté sur le fait que les Houthis ne représentaient qu'une partie de l'équation. Il voulait forcer Téhéran à négocier sur son programme nucléaire. Si les Houthis étaient neutralisés, cela ôterait à l'Iran un de ses principaux relais tout en envoyant un message clair. Les États-Unis pourraient agir de la même manière ailleurs si l'Iran refusait de limiter ses ambitions nucléaires. Le tournant est intervenu début avril, lorsque The Telegraph, un journal britannique de renom, a rapporté qu'un choix extraordinaire avait été pris par l'Iran de retirer son personnel du Yémen. Depuis des années, des rumeurs et confirmations partielles circulaient sur la présence de unités des gardiens de la révolution iranienne aux côtés des Houthis, les formant, coordonnant les lancements de drones et de missiles et fournissant parfois un commandement direct. Le nom du général Abdul Reza Shalai revenait souvent, une figure qu'anciennes administrations américaines auraient tenté d'éliminer. S'il était resté au Yémen, sa présence aurait été un signe manifeste de l'intérêt de Téhéran. Désormais, l'Iran semblait avoir changé de cap. Un haut responsable iranien anonyme a été cité déclarant que les Houthis vivaient leurs derniers mois, voire jours, et que poursuivre leur soutien était inutile. Pourquoi ce revirement soudain? Éviter une confrontation directe avec les États-Unis. La direction iranienne avait compris que si des officiers iraniens étaient tués par des bombes américaines au Yémen, Téhéran serait obligé de riposter publiquement ou risquerait de paraître faible. Or, une riposte pourrait déclencher un conflit que l'Iran aurait peu de chances de gagner face à la supériorité militaire américaine. Futilité stratégique. Sous les bombardements incessants, les Houthis perdèrent du terrain. Les leaders clés avaient disparu, les stocks d'armes s'épuisaient, le moral était ébranlé par les raids continus. Priorité aux négociations nucléaires. Avec les menaces ouvertes de Trump de bombarder l'Iran jusqu'à l'oubli, s'il persistait dans sa quête d'armes nucléaires, Téhéran voyait probablement le Yémen comme une distraction qui l'éloignait de son objectif principal: survivre et faire avancer son programme nucléaire en toute discrétion. Ce choix reflétait aussi la faiblesse croissante de l'Iran dans la région. En 2024, il avait tenté de soutenir le Hamas avec d'importants tirs de missiles contre Israël, presque tous interceptés. Le Hezbollah au Liban subissait des revers, tandis que le régime syrien d'Assad, allié clé de l'Iran, s'effondrait lors d'une offensive fin 2024. Les Houthis étaient le dernier maillon de la chaîne d'influence iranienne, et en avril 2025, cette chaîne était pratiquement rompue. Coupés de tout soutien vital iranien, les Houthis se préparaient au pire. Pendant des décennies, l'Iran avait cultivé des relations avec des groupes proxy, du Hezbollah au Liban, à des factions en Irak et en Syrie, dans le cadre de ce que certains analystes appelaient l'axe de la résistance. Cette approche permettait à Téhéran d'étendre son influence sans risquer de guerre totale sur son propre territoire.
mais l'effondrement du Hamas, les difficultés du Hezbollah, la chute d'Assad et maintenant la défaite des Houthis montraient tous des fissures dans le réseau autrefois redouté de Téhéran. À cela s'ajoutaient les frappes de missiles défectueuses lancées par l'Iran en 2024 contre Israël. Elles révélaient qu'en dépit de l'ampleur du programme iranien, ces missiles manquaient de capacité de pénétration suffisante pour frapper efficacement des territoires lourdement défendus. Cela ne minait pas seulement la posture dissuasive de Téhéran, mais donnait aussi plus de confiance à des pays comme les États-Unis quant à leur capacité à gérer ou intercepter ces missiles. Début 2025, avec les raids quotidiens américains qui rasaient les sites Houthis, la direction iranienne aurait apparemment décidé de ne pas risquer un affrontement direct humiliant au Yémen. Un responsable iranien anonyme cité par The Telegraph a admis que les discussions en Iran se concentrent actuellement sur Trump et la manière de gérer la situation avec lui, révélant que la politique étrangère iranienne, jadis vaste, se réduisait désormais à gérer la pression américaine. Le retrait du Yémen pourrait minimiser le risque d'être entraîné dans un conflit clairement favorable à la puissance américaine. Alors que la lutte de pouvoir entre les États-Unis et l'Iran faisait la une des médias mondiaux, le Yémen continuait de subir une crise humanitaire désastreuse. Plus d'une décennie de conflits avait détruit les infrastructures du pays. En 2025, de nombreux Yéménites dépendaient de l'aide internationale pour la nourriture, les médicaments et les besoins de base. La campagne de bombardement américaine, bien que ciblée sur les Houthis, causait inévitablement des souffrances civiles. Destruction des zones civiles. Malgré les affirmations américaines sur la précision des frappes, des sources locales ont documenté des bombes tombant dangereusement près des quartiers résidentiels. Déplacement de population. Les familles vivant dans ou près des bastions Houthis fuyaient à la recherche de zones plus sûres, s'ajoutant aux millions déjà déplacés par des années de guerre civile. Effondrement des services et de la santé. Les soins médicaux de base, les approvisionnements en eau et l'électricité, déjà rares, devenaient encore plus difficiles d'accès dans de nombreuses zones. Difficultés économiques, avec des ports et routes parfois bloqués ou assiégés, et une impression monétaire par les Houthis déstabilisant la devise locale, l'économie yéménite frôlait l'effondrement total. Trouver l'équilibre entre efficacité stratégique et minimisation des pertes civiles s'avérait ardu. Le Pentagone affirmait utiliser des munitions avancées et une reconnaissance approfondie pour limiter les dommages collatéraux. Cependant, les critiques soulignaient qu'aucune précision ne pouvait pleinement compenser la complexité d'un environnement urbain ravagé par la guerre, où les Houthis mélangeaient souvent leurs ressources militaires avec des structures civiles. L'administration Trump a publiquement lié ses raids au Yémen à des objectifs plus larges: affaiblir un proxy clé de l'Iran et faire pression sur Téhéran pour négocier. Washington a laissé entendre que si l'Iran ne freinait pas ses ambitions nucléaires, les États-Unis pourraient intensifier les opérations au-delà du Yémen. Ainsi, des bombardiers B-2 ont été placés à Diego Garcia, hors de portée des missiles iraniens, mais assez proches pour frapper le territoire iranien. La présence de 2 porte-avions dans ou près de la mer Rouge soulignait la volonté américaine d'intensifier les attaques. Certains observateurs, dont Sanam Vakil de Chatham House, ont noté que Trump voulait différencier son approche de celle de l'ancien président Biden. Alors que les frappes aériennes de Biden en 2024 étaient surtout réactives, la campagne de 2025 était préventive et implacable, visant à briser le dos des Houthis et à envoyer un message glaçant à Téhéran. Si les Houthis s'effondraient, ce serait la première fois que les États-Unis élimineraient aussi nettement un groupe soutenu par l'Iran dans la région. Un succès, selon l'administration, de la politique dite de pression maximale. Privés du soutien iranien, les Houthis faisaient face à des obstacles logistiques et opérationnels immédiats. Arsenal épuisé, leurs missiles balistiques, y compris les variantes Burkan 3, et drones, venaient principalement d'Iran. Si les livraisons cessaient, le groupe manquerait bientôt d'armes sophistiquées. Formation interrompue. Les conseillers iraniens fournissaient un encadrement pour l'utilisation de systèmes de missiles complexes.
Leur perte signifiait que les Houthis devaient compter sur une expertise locale limitée. Vide de leadership. Plusieurs hauts responsables avaient été tués ou forcés à la clandestinité par les frappes aériennes. La coordination nationale devenait de plus en plus difficile. Morale affaiblie. Le fait de savoir que Téhéran les avait abandonnés sapait le moral des combattants, qui croyaient auparavant avoir un puissant allié derrière eux. Bien que les Houthis conservaient des alliances locales et une histoire de guérilla dans le terrain montagneux du Yémen, leur capacité à menacer la navigation avec des attaques régulières de missiles et drones déclinait rapidement. La mer Rouge, bien que pas immédiatement sûre, devenait moins périlleuse après la destruction répétée des points de lancement côtiers. Derrière ces manœuvres se posait la question nucléaire. Le programme iranien avait atteint un stade où il pouvait prétendument enrichir l'uranium à 60% ou plus, se rapprochant du seuil nécessaire pour un matériau d'armes. Trump avait envoyé un message au président iranien Massoud Pezeshkian, proposant un dialogue, mais les deux camps restèrent dans l'impasse. Téhéran insistait pour ne pas rencontrer directement les Américains, tout en restant ouvert à des discussions indirectes via Oman ou d'autres intermédiaires. La synergie entre le bombardement des Houthis et la pression sur l'Iran était évidente. Éliminer les positions stratégiques de Téhéran, l'isoler régionalement et montrer un exemple de la puissance dévastatrice américaine. Si les aperçus du leadership Houthis à bout de souffle sont un indice, les dirigeants iraniens avaient de bonnes raisons de s'interroger sur leur propre vulnérabilité. Certains conseillers iraniens évoquaient la possibilité qu'une mise au pied du mur accélère la course de l'Iran à la dissuasion nucléaire. Ils soutenaient qu'en l'absence d'une parité conventionnelle avec les États-Unis, Téhéran pourrait considérer l'arme nucléaire comme sa seule protection. D'autres appelaient à la prudence, avertissant que les États-Unis avaient placé leurs bombardiers furtifs et porte-avions en alerte, invitant pratiquement à une course aux armements. Les observateurs extérieurs à la région redoutaient une spirale d'escalade si les deux camps refusaient de faire des compromis. Au milieu de ces alliances changeantes, des rapports épars suggéraient qu'un expert militaire russe isolé travaillait avec les Houthis à Sanaa. Officiellement, la raison avancée par la Russie était de conseiller les rebelles sur la manière de se défendre contre les forces navales américaines, mais des initiés laissaient entendre que Moscou montrait peu d'intérêt réel à sauver les Houthis. En réalité, la Russie espérait les maintenir concentrés sur la confrontation avec les États-Unis, et non avec l'Arabie saoudite, car les Saoudiens co-organisaient des pourparlers de cessez-le-feu pour un autre conflit où la Russie avait des intérêts. Cette dynamique soulignait la complexité multicouche devenue caractéristique du Moyen-Orient. Alors que la Russie coopérait avec l'Iran dans des zones comme la Syrie, elle n'avait aucune intention d'alimenter un affrontement direct avec les États-Unis au sujet du Yémen. Coincés et désespérés, les Houthis pouvaient espérer un soutien russe plus substantiel, mais celui-ci ne semblait jamais arriver. La priorité principale de la Russie, rester en bons termes avec les acteurs majeurs comme l'Arabie saoudite et les États-Unis, ce qui impliquait de fixer des limites strictes à l'aide accordée aux Houthis. Pour les marins traversant ces eaux, le drame qui se déroulait à terre était à la fois proche et lointain. Le transit typique du golfe de Somalie au canal de Suez pouvait durer plusieurs jours, durant lesquels les cargos restaient proches des voies maritimes, surveillés par des destroyers américains. Des alarmes retentissaient parfois en pleine nuit lorsque le radar détectait des drones entrants ou de petites embarcations suspectées d'infiltration. Les navires d'escorte tiraient souvent des coups de semonce pour intercepter ces menaces occasionnelles. À chaque raid aérien américain, les compagnies maritimes espéraient voir la capacité de frappe des Houthis diminuer, leur permettant de réduire les primes d'assurance. Pourtant, ces mêmes compagnies s'inquiétaient de l'imprévisibilité d'une organisation qui n'avait plus rien à perdre. Un seul missile passant les défenses pouvait provoquer un important blocus maritime, faisant grimper les prix du pétrole dans le monde du jour au lendemain.
Les experts du commerce calculaient qu'une fermeture même temporaire de la mer Rouge ou du détroit de Bab el-Mandeb pouvait bloquer des milliards de dollars d'échanges, impactant tout, des exportations pétrolières moyen-orientales aux produits de consommation voyageant d'Asie vers l'Europe. Alors que les raids américains se poursuivaient en avril, des rumeurs faisaient état d'une fragmentation des Houthis. Avec leurs rangs supérieurs décimés, certains commandants locaux opéraient parfois de manière indépendante, se concentrant sur le contrôle territorial ou leur survie personnelle. Certains tentaient de diffuser un message de défiance via les réseaux sociaux ou la radio locale, affirmant qu'ils disposaient toujours de missiles balistiques. D'autres cherchaient apparemment des accords pour fuir ou se cacher, anticipant une défaite irréversible. Les vantardises du groupe à propos de centaines d'attaques en mer Rouge perdaient en crédibilité à mesure que la fréquence des frappes réussies chutait. Lors d'un épisode révélateur, une tentative présumée des Houthis d'assaillir un navire de guerre américain avec des petites embarcations s'est terminée en désastre. Des vidéos publiées montraient des débris en flammes et les restes épars de bateaux qui ne s'étaient jamais approchés de leur cible. Ce fiasco fut largement diffusé par les médias pro-américains, renforçant l'impression que les Houthis, privés des systèmes avancés iraniens, ne pouvaient plus que faire des gestes symboliques. Les observateurs occidentaux notaient un changement dans les déclarations Houthis, passant de menaces audacieuses à des plaintes sur l'agression américaine et la souffrance des civils. « Nous nous opposons à l'Occident », disait-il, « mais comment pouvons-nous nous défendre sans nos alliés ?» Ce changement rhétorique reflétait leur isolement croissant. La direction iranienne, de son côté, se trouvait à un carrefour. Si elle concédait totalement le Yémen, elle risquait de perdre la face auprès de sa base, qui admirait depuis longtemps la position inflexible de la République islamique contre les États-Unis. En revanche, continuer à investir dans une cause perdue pourrait provoquer une confrontation majeure. La goutte d'eau finale fut probablement la reconnaissance ouverte par les États-Unis qu'ils pourraient bombarder le territoire iranien si les progrès nucléaires continuaient sans contrôle. Les bombardiers B-2 stationnés à Diego Garcia constituaient un rappel visuel de la facilité avec laquelle les avions américains pouvaient atteindre les installations nucléaires iraniennes. Les médias iraniens maintenaient souvent un ton défiant, ignorant le Yémen ou le présentant comme une rébellion interne. Les chroniqueurs qui tentèrent de souligner le coup stratégique porté à Téhéran faisaient parfois face à la censure ou à des réactions hostiles. Alors que les Houthis chancelaient, le gouvernement yéménite reconnu internationalement, exilé depuis des années, faisait des pas prudents vers la reconquête d'une position sur le terrain. Certains dirigeants, autrefois raillés pour leur incapacité à gouverner, murmuraient à l'idée de revenir à Sanaa si les Houthis s'effondraient complètement. Les alliances tribales dans le centre du Yémen, qui avaient coopéré dans une certaine mesure avec les Houthis, commençaient à retirer leur soutien. Elles comprenaient que si les bombardements américains et le retrait iranien se poursuivaient, la fortune des Houthis déclinerait, et les soutenir comportait des risques. Pourtant, le gouvernement en exil était loin d'être monolithique. Des factions rivales à l'intérieur de celui-ci se disputaient la direction d'un Yémen post-Houthis. Par ailleurs, des seigneurs de guerre locaux et des groupes extrémistes guettaient, espérant exploiter un vide de pouvoir. Al-Qaïda dans la péninsule arabique, AQPA, entre autres, pouvait envisager une ouverture si les Houthis et l'ancien régime étaient affaiblis. Ainsi, même si les Houthis disparaissaient, la voie vers une gouvernance stable au Yémen restait loin d'être assurée. Les analystes qui suivirent la politique étrangère américaine se demandèrent souvent « La campagne de bombardement atteignait-elle ses objectifs sans déclencher une guerre plus large ?» Les preuves à court terme semblaient indiquer que oui. Les Houthis étaient paralysés, l'Iran s'était retiré et la navigation maritime pourrait bientôt se stabiliser. Cela dit, certains experts en politique étrangère mettaient en garde contre le fait que l'humiliation de Téhéran au Yémen pourrait la pousser à intensifier ses actions ailleurs, peut-être dans le détroit d'Ormuz, menaçant une part plus importante des approvisionnements pétroliers mondiaux. D'autres craignaient
que cela n'accélère les ambitions nucléaires iraniennes, Téhéran réalisant que les moyens conventionnels étaient inefficaces face à la puissance américaine. Du point de vue de l'administration américaine, chaque scénario pouvait servir de levier. Si l'Iran causait des dégâts à Hormuz, cela confirmerait son statut de paria mondial, justifiant une riposte américaine encore plus féroce. S'il se précipitait vers la bombe nucléaire, il risquait une frappe américaine ou israélienne sur ses sites nucléaires. La Maison-Blanche misait sur le fait que Téhéran choisirait, à contre-cœur, la négociation, surtout alors que les États-Unis démantelaient systématiquement ses proxys. Certains observateurs de l'Iran prédisaient qu'une fois la poussière retombée, Téhéran pourrait tenter de reconstruire des alliances ou d'en former de nouvelles pour conserver son influence régionale. Cependant, avec les Houthis en ruine et aucune autre faction yéménite majeure réceptive au soutien iranien, il était incertain où et comment Téhéran pourrait se réorienter. Le souvenir des campagnes de missiles ratées et l'effondrement de plusieurs alliés au Liban, à Gaza et en Syrie laissaient à penser à une série de défaites difficiles à inverser. Parallèlement, le docteur Eyal Pinko, entre autres, soulignait combien le combat réel avait révélé que l'arsenal iranien était moins redoutable qu'il n'y paraissait sur le papier. Selon cette logique, la meilleure option de Téhéran pourrait être de se concentrer discrètement sur des questions internes, de reconstruire son économie sous la pression des sanctions et de poursuivre en secret la recherche nucléaire. Adopter un profil plus bas dans la région permettrait de préserver des ressources pour des expansions limitées ultérieures. La question était de savoir si le régime de Khamenei pourrait accepter cet embarras public ou si les faucons politiques exigeraient une démonstration de force. Les puissances extérieures, de Moscou à Pékin, observaient les événements au Yémen avec un intérêt mesuré. La Chine, fortement dépendante du pétrole du Golfe transitant par la mer Rouge, voulait un commerce sans interruption. La Russie, occupée par ses propres priorités géostratégiques, ne voyait aucun avantage à un affrontement direct avec les États-Unis concernant les Houthis. Les deux pays pouvaient être discrètement satisfaits de voir les États-Unis engagés dans des frappes aériennes, mais la rapidité de l'effondrement des Houthis montrait que Washington ne s'embarquait pas dans une guerre terrestre. Il appliquait une force aérienne létale, puis se retirait. Les gouvernements européens, eux aussi, surveillaient la crise. Certains membres clés de l'UE voyaient toute escalade avec l'Iran comme une menace risquant de raviver les tensions nucléaires qui avaient jadis menacé la région. Certains se souvenaient des négociations du JCPOA de 2015 et regrettaient le retrait américain de cet accord. Pourtant, la priorité pratique restait la sécurité des routes maritimes. Si l'approche américaine éliminait la menace Houthi en mer Rouge, les Européens pouvaient l'accueillir en privé, même s'ils désapprouvaient la brutalité ou redoutaient des répercussions. Les correspondants ayant réussi à entrer au Yémen décrivaient une population émotionnellement épuisée par des années de guerre. Des postes de contrôle Houthis parsemaient encore les routes dans certaines zones, mais les combattants rebelles autrefois hardis semblaient désormais mal à l'aise, scrutant le ciel. La nuit, des grondements lointains annonçaient de nouvelles frappes aériennes. Les familles se réfugiaient dans des abris de fortune, incertaines du moment où les bombardements cesseraient, si jamais ils s'arrêtaient. Certains avaient perdu confiance en tous les camps. Les Houthis, pour les avoir entraînés dans le conflit, le gouvernement en exil pour s'être enfui, et les puissances étrangères pour avoir transformé le Yémen en un échiquier. À l'écart de la capitale, des chefs tribaux isolés tentaient de rester neutres. Ils avaient pu collaborer avec les Houthis sous le patronage iranien, mais avec cette ligne de vie coupée, ils voyaient peu de raisons de rester impliqués. En même temps, ils redoutaient un vide de pouvoir en cas d'effondrement trop rapide des Houthis. Un nouveau front s'ouvrirait-il entre factions tribales? Des groupes extrémistes prospéreraient-ils dans le chaos? Les solutions semblaient hors de portée. Des ONG comme Oxfam, Médecins sans frontières et le Comité international de la Croix-Rouge appelaient à un arrêt des bombardements. Elles soutenaient que les frappes aériennes, aussi ciblées soient-elles, ne pouvaient éviter de toucher des civils dans un pays déjà ravagé par la famine et les maladies. Le Conseil de sécurité de l'ONU a brièvement débattu de la crise,
mais les membres permanents dotés du droit de veto, dont les États-Unis, ont bloqué toute résolution appelant à un cessez-le-feu. Trump insistait pour que les négociations avec les Houthis ne débutent qu'après qu'ils aient cessé leurs attaques contre la navigation et rompu leurs liens avec Téhéran, deux conditions qui perdèrent de leur sens si l'Iran s'était déjà retiré. La tension entre objectifs militaires et considérations humanitaires devint un point de friction morale. Certains arguaient que démanteler rapidement les Houthis pouvait réduire les dommages à long terme en rouvrant les échanges et en évitant un conflit prolongé. Les critiques rétorquaient que chaque bombe blessait des innocents et risquait d'alimenter l'extrémisme anti-américain. Quoi qu'il en soit, la campagne se poursuivait, éclipsée par la confrontation plus large avec l'Iran. Le recul iranien au Yémen pouvait annoncer une nouvelle réorganisation au Moyen-Orient, avec plusieurs scénarios possibles. Diminution de la portée iranienne. Si les Houthis tombent vraiment, Téhéran perd un important point d'appui près de la frontière saoudienne et des voies maritimes de la mer Rouge. Combiné à d'autres revers de Proxys, cela signe un recul de l'influence iranienne. Démonstration de puissance américaine. La campagne de 2025 montre que Washington, sous Trump, est prêt à déchaîner une force lourde et soutenue contre un groupe allié à l'Iran. Cela pourrait dissuader d'autres proxys ou les inciter à adopter un profil bas. Incitation à la négociation. En éliminant les instruments de perturbation de Téhéran, les États-Unis pourraient rendre plus probable un compromis nucléaire. Déclencheur potentiel d'escalade. À l'inverse, si les durs d'Iran se sentent acculés, ils pourraient accélérer le développement nucléaire. Cela pourrait entraîner des frappes américaines ou israéliennes à l'intérieur de l'Iran, bien plus étendues que les raids limités au Yémen. Ces courants contraires maintenaient la région sous tension, même si les gros titres quotidiens rapportaient à moins d'attaques Houthis réussies. La question fondamentale était de savoir si le pari de Trump produirait un arrangement stable ou un triomphe éphémère éclipsé par des ressentiments plus profonds. Même avec les Houthis sur la défensive, la mer Rouge n'était pas totalement sûre. Des lancements balistiques à petite échelle ou des tentatives de sabotage pouvaient encore survenir. Un seul succès, comme neutraliser un grand pétrolier, pouvait rallumer l'alarme mondiale. Les États-Unis restaient vigilants, utilisant drones et renseignements pour anticiper les attaques. Mais au fil des jours, sans incident majeur de navigation, l'optimisme grandissait que le pire était peut-être passé. Parallèlement, les experts en politique étrangère débattaient pour savoir si des groupes terroristes, comme Al-Qaïda ou des affiliés de l'État islamique, pourraient profiter de l'affaiblissement du contrôle Houthis au Yémen. Après tout, un vide de pouvoir peut être un terreau fertile pour des factions extrémistes. Si ces groupes prenaient pied près des côtes, la mer Rouge pourrait faire face à une nouvelle vague de menaces. La question restait donc, les États-Unis étaient-ils prêts à gérer les conséquences de la défaite des Houthis, ou leur seule priorité était-elle de frapper les proxys iraniens en laissant les complexités locales non résolues?